Fermez les yeux et imaginez l'homme préhistorique. Quelle image vous vient à l'esprit? Probablement celle d'un être misérable, au bord de la famine, menant une lutte incessante et désespérée pour sa survie. Une vie solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève, comme le disait le philosophe Hobbes. Cette image est profondément ancrée en nous. C'est le point de départ de notre grand récit du progrès. L'humanité, grâce à l'agriculture, puis à l'industrie, se serait arrachée à cette misère originelle pour entrer dans une ère d'abondance et de loisirs. Mais si cette histoire était une arnaque, si ce grand récit n'était qu'un mythe que nous nous racontons pour justifier notre propre mode de vie, si les véritables sociétés d'abondance n'étaient pas les nôtres, mais celles des chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre. C'est cette contre-enquête explosive que nous allons mener aujourd'hui. Notre aventurier est un des anthropologues américains les plus brillants et les plus irrévérencieux du XXe siècle, Marshall Sahlins. L'aventure de Sahlins, racontée dans son livre culte « Âge de pierre, âge d'abondance », commence par un procès. Le procès de la vision économique classique de l'homme. Pour l'économie classique, l'homme est un être de besoins infinis face à des ressources rares. La condition humaine est donc une condamnation à la rareté. Le pauvre est celui qui n'a pas assez. Sahlins va faire un geste radical. Il nous dit « Il y a deux manières d'être riche. La première, c'est la nôtre, avoir beaucoup. La seconde, beaucoup plus simple, c'est de désirer peu. Et c'est précisément, nous dit-il, la stratégie des chasseurs-cueilleurs. » Sahlins se plonge dans les récits des ethnographes qui ont observé les derniers chasseurs-cueilleurs, les Kung du Kalahari, les aborigènes d'Australie. Et ce qu'ils découvrent, c'est un monde à 1000 lieues de notre cliché de la survie misérable. Imaginez, leur journée de travail, c'est 3-4 heures à chercher des racines, chasser un peu de gibier, cueillir des fruits. Et le reste du temps, conversation, rituel, repos. Une vie qui, vue de nous, ressemble étrangement à des vacances. Autre surprise, ils ne sont pas du tout au bord de la famine. Leur régime est souvent plus varié que celui des premiers paysans qui vivaient presque uniquement de céréales. Eux mangent un peu de tout, gibier, fruits, noix, miel. Et surtout, ils n'accumulent pas. Parce qu'ils sont nomades, posséder trop de choses serait un fardeau. La vraie pauvreté pour eux, ce n'est pas de manquer d'objets. C'est d'être seul, sans personne avec qui partager. Pas de grenier, pas de stock. La confiance est dans la nature qui, demain encore, donnera à manger. C'est une économie sans angoisse. Alors, si les chasseurs-cueilleurs vivaient dans une relative abondance, d'où vient la misère? Pour Sahlins, la vraie rupture, la catastrophe originelle, c'est l'invention de l'agriculture. Sur le papier, ça ressemble à une libération. On contrôle la nourriture, on peut nourrir plus de monde. Mais dans la réalité, c'est un piège. L'agriculteur doit travailler bien plus que le chasseur. Il est cloué à sa terre, dépendant d'une récolte qui peut s'effondrer au premier orage, à la première sécheresse. Son régime alimentaire, souvent réduit à quelques céréales, devient monotone, moins nutritif. Et surtout, pour la première fois dans l'histoire humaine, on peut stocker. Et qui dit stock, dit accumulation. Et qui dit accumulation, dit inégalité. Ceux qui contrôlent les greniers prennent le pouvoir. Il faut des gardiens, puis une armée, puis un État pour protéger ces stocks. En un mot, l'agriculture n'a pas aboli la rareté, elle l'a inventée. Elle a créé un monde où les besoins peuvent croître à l'infini et où le travail ne s'arrête jamais. Bien sûr, l'agriculture n'a pas apporté que de la misère. Elle a aussi rendu possible des communautés plus grandes, plus stables, et tout ce qui allait suivre, les villes, l'écriture, la science. Mais Sahlins force le trait pour une raison. Son enquête n'est pas seulement scientifique, c'est une arme critique contre son propre monde. Pour comprendre l'aventure de Sahlins, il faut aussi comprendre son époque et ses propres engagements. Sahlins écrit son livre en 1972. Nous sommes en pleine guerre froide, quelques années après mai 68.
L'heure est à la critique radicale de la société de consommation, du capitalisme, de l'impérialisme américain, notamment la guerre du Vietnam. Salins est un intellectuel engagé, un militant anti-guerre, et sa pensée est nourrie par une lecture fine de Marx. Son geste n'est donc pas seulement celui d'un anthropologue neutre qui découvre des faits, c'est aussi un geste politique. Il oppose le partage et la confiance des sociétés primitives à l'accumulation et à la compétition de la société capitaliste. Il oppose leur temps libre et leurs désirs limités à notre travail sans fin et à nos besoins créés artificiellement par la publicité. A-t-il idéalisé les chasseurs-cueilleurs? Sans doute un peu. A-t-il sous-estimé leur violence, leur maladie, la précarité de leur existence? C'est le reproche que certains lui ont fait. Mais son but n'était pas de nous vendre un paradis perdu. Son but était de briser une certitude. L'idée que notre mode de vie est le seul possible, le seul désirable, l'aboutissement naturel du progrès. Il a utilisé l'anthropologie pour ouvrir une brèche dans notre imaginaire. Alors, que retenir de l'aventure intellectuelle de Marshall Salins? D'abord, une leçon d'humilité. L'image que nous avions de l'homme préhistorique était fausse. Ce qu'on appelait primitif n'était peut-être pas synonyme de misère, mais d'abondance d'un autre genre. Ensuite, un geste politique. Salins n'écrit pas seulement en savant, il écrit en militant. Son message? Notre modèle économique, production infinie, croissance sans fin, n'est pas une fatalité, c'est un choix culturel. Et ce choix a un prix. Stress, inégalité, destruction de la planète. Salins ne nous dit pas de retourner dans les forêts. Il nous dit quelque chose de plus subversif. Le progrès n'est pas une marche en avant inévitable. C'est une histoire qu'on se raconte. Et peut-être qu'il est temps d'en inventer une autre. Dans notre prochain épisode, nous entrerons dans l'aventure intellectuelle la plus ambitieuse de l'anthropologie française. Nous suivrons le grand Claude Lévi-Strauss dans sa quête des structures invisibles de l'esprit humain, des mythes à la parenté. D'ici là, posez-vous la question, de quoi avez-vous vraiment besoin? Et surtout, restez curieux.